Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum consacré essentiellement à l'actualité de la pandémie de la maladie à coronavirus. Nous allons nous intéresser pour la première partie au Togo. Est-ce que la situation est désormais sous contrôle? C'est la question que nous allons évoquer avec trois invités au plateau. Je vous les présente. Le professeur Majesté Ouatteba Iou est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour, cher ami. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous autour de ce plateau. Moi aussi. Vous êtes infectiologue et chef du service de traitement des maladies infectieuses au CHU Sylvanus Olympio. Absolument. Vous êtes en première ligne au CHR, le centre dédié au traitement du coronavirus au Togo. Tout à fait. Ça veut dire que vous côtoyez les malades de... Oui, c'est devenu le quotidien. Le quotidien, tous les jours, on est avec les malades. Et on a beaucoup appris parce qu'au début, ce qui se passait avec la psychose, je crois que ça a commencé par diminuer. Parce qu'on vit avec un mal qui devient un mal communautaire. Voilà. Donc nous devons nous tenir à distance de vous. Avec vous, docteur Kaka Kalina. Docteur Kaka, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien de la santé, enseignant-chercheur à l'Université de Lomé. Il faut ajouter que vous présidez l'association des psychologues praticiens du Togo. Bien sûr. Les psychologues qui interviennent aussi dans le cadre de la prise en charge de la maladie à coronavirus. Oui, nous intervenons sur les aspects psychologiques. Nous venons en appui à l'équipe médicale pour des aspects qui relèvent du psychisme et du comportement des individus. Voilà. Et notre troisième invité, il est du domaine médical également, hein, mais sur ce plateau, avec une autre casquette, docteur James Samaglo, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien, et chez vous? Oui, ça va, nous allons bien, nous rendons grâce. Docteur Amaglo est désormais maire de la commune du Golfe 2, de la capitale à Lomé. Exactement. Nous verrons avec vous ce que vous faites et comment vous mettez en place les mesures barrières, comment vous accompagnez vos citoyens dans le cadre de cette maladie à coronavirus. Merci, on va échanger tout à l'heure. Merci, docteur. Et où je vais commencer avec vous. La courbe des contaminations baisse désormais depuis quelques jours. Est-ce qu'on peut considérer que le pic de la maladie a été déjà atteint dans votre pays, le Togo? Merci une fois encore pour cette occasion que vous nous donnez pour nous exprimer sur cette affection dans notre pays et aussi dans le monde. Et aussi de partager chaque jour des informations pour aider la population à mieux comprendre afin que nous puissions ensemble réussir cette lutte. Alors, dire que nous sommes en train d'atteindre le pic, je dirais tout de suite non. Alors, comment est-ce qu'on dit qu'on a atteint le pic d'une maladie? Il n'y a pas un calcul mathématique ou statistique. C'est un fait observationnel. J'ai 100 personnes qui meurent chaque jour. Et puis un moment arrive où je découvre que ce n'est plus 100, mais c'est 80, et puis 60, et puis la maladie n'augmente peu, et puis je sens que ça décroît vraiment. En ce moment, je retourne en arrière pour dire que j'ai atteint entre-temps le pic et c'était telle date. Au Togo, nous avions fait un effort de faire en sorte que nous n'arrivions même pas à un pic. La stratégie togolaise est de travailler en amont pour qu'il n'y ait pas suffisamment de contamination, pour qu'on ait beaucoup de cas et ensuite espérer une descente de la courbe. Depuis toujours, on a eu parfois 0 cas, 2 cas, puis on passe à 20, puis on revient à 2. Donc ça fait une évolution en temps de scie. Cette émission à dents de scie est une stratégie que nous avons voulu. On l'a voulu parce qu'on s'est dit, inutile de rentrer à avoir des centaines, des milliers de cas pour ensuite espérer une décroissance, ce que notre économie et notre système de santé ne pouvaient pas supporter. Quels sont les déterminants pour dire qu'on a atteint un pic? Un pic, c'est quoi? Lorsque, par exemple, vous avez dans une population une affection qui touche beaucoup de gens et qu'à un moment donné, ça commence par décroître, il faut se demander, pourquoi est-ce que ça a augmenté? Est-ce que parce que les bonnes personnes qui doivent être infectées, c'est eux qui étaient infectés, c'est pour cela que ils ont fini d'être infectés, que ça a commencé par décroître? Est-ce que parce qu'il y a eu maintenant de nouvelles stratégies humaines et techniques et d'investissement qui ont fait qu'on maîtrise mieux, on finance mieux la riposte, et c'est pour ça que ça décroît? Est-ce qu'il y a eu un facteur naturel qui a entraîné une immunisation collective qui fait que ça décroît? Donc à ces trois questions, je vous réponds que non. Nous ne sommes pas dans ce dispositif, donc on ne peut pas, à partir du moment où ces données n'ont pas évolué, on ne peut pas déjà se dire qu'on est en situation de décroissance donc, de l'épidémie. Je peux même dire que chez nous au Togo,
nous sommes, plus qu'à la phase d'alerte, mais nous sommes en pleine épidémie. Si nous relâchons les pédales aujourd'hui sur les mesures qui doivent nous permettre de contenir les phénomènes comme tel que ça se passe aujourd'hui, nous allons repartir avec un pic vraiment qu'on ne pourra pas freiner. Donc, dire qu'on a atteint le pic, je crois que scientifiquement, non. Mais il y a des efforts qui sont faits et c'est voulu ainsi pour que nous ne puissions pas avoir des cas trop élevés, pour qu'on puisse contenir par rapport à nos moyens financiers, par rapport à nos moyens humains et aussi par rapport à nos moyens médicaux. Mais je peux vous comprendre autrement. Est-ce que vous dites, est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser l'information pour faire de la sensibilisation? Parce que manifestement, on a vu le mois de mai très prolifique avec beaucoup de cas, mais ce mois de juin, il y a des jours où vous n'enregistrez que 2-3 cas. Oui, c'est ce que je... dire que la courbe est en train de descendre. Oui, c'est ce que je disais. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut mettre en œuvre pour voir si tous ces paramètres concourent à une descente de la courbe. Quand vous avez un voisin qui a près de 10 000 cas aujourd'hui, un voisin qui a 10 000 cas, et les frontières, ce ne sont pas des murs de Berlin, et que les gens passent les frontières, vous ne pouvez pas être à l'aise chez vous. Vous avez un voisin qui a une maison remplie de cafards, votre maison est propre, vous allez toujours avoir des débordements qui viendront de l'autre côté. C'est un peu ça. Donc, les cas au Togo, on aurait pu parler que nous avions atteint la courbe, le pic à un moment donné, déjà, avant que les gens ne viennent des pays voisins. Mais dès lors que les gens sont arrivés des pays voisins, vous avez vu que ça a augmenté. Donc, nous ne pouvons pas parler de stabilisation de notre courbe, d'atteinte de notre courbe, de notre pic, tant qu'il y a un voisin ou des voisins qui peuvent vous alimenter en permanence. C'est ce que je veux dire. Nous ne pourrons avoir cette idée claire que lorsque eux aussi sont arrivés à la même maîtrise de l'épidémie comme nous. Je vous assure que, je reviens là-dessus en quelques secondes, le fait que le Togo n'ait pas 500 cas à ce jour, ce n'est pas un hasard. Hein. C'est un travail extraordinaire que les épidémiologistes font. Ceux qui font le gros boulot, c'est ceux qui vont traquer les cas, qui vont les chercher autour d'un seul individu. Parfois, nous mettons 90 personnes en quarantaine. Et c'est dans l'étouffement de cette histoire-là qui a fait que nous n'avons pas eu beaucoup de cas qui brûlent partout. Et ça, c'est ce que les autres pays n'ont pas fait. Donc, l'État dépense extraordinairement d'argent dans la recherche des cas pour étouffer, pour que nous ne puissions jamais avoir. C'est la stratégie que nous avons adoptée au Togo, parce que nous ne pouvons jamais faire face. Stratégie calquée sur quel modèle? D'où avez-vous? C'est un modèle, je dirais, togolais, parce que depuis toujours, les gens pensent que quand c'est bien fait, c'est européen. Aujourd'hui, les Européens apprennent de nous. Moi, j'ai des professeurs en Paris qui me disent, mais comment vous faites? Il y a quand on lui a dit que j'ai décidé aussi de rejoindre l'équipe et qu'on devait y aller, il a dit, il a posté un message comme quoi je ne reverrai plus mon ami. Pour lui, que ça allait mal tourner. Ils sont surpris de voir que l'Afrique tient bon et que nous avons des stratégies qui marchent. Et cette stratégie, c'est la stratégie du pauvre. Quand tu ne sais pas courir, il faut savoir te cacher. Le Togo, nous ne savons pas courir. Nous avons adopté la stratégie de nous cacher. Et nous cacher, pour nous, c'est quoi? C'est traquer le cas, essayer de l'étouffer avant qu'il ne s'étale. C'est ce que les autres pays n'ont pas pu faire. Le Bénin le réussit très bien. Le Bénin le réussit très bien. Le Togo le réussit très bien. Vous allez voir que les deux pays, la courbe n'est pas trop... N'eût été l'apport de ces voyageurs de ces derniers temps, je peux vous dire que nous serons encore autour de 100 à 200 cas maximum. Donc, notre stratégie au Togo, vraiment, c'est une stratégie de suivi des cas, de sortir, d'extraire de la population tout sujet suspect ou malade pour les soigner et être sûr que quand on les relâche dans la nature, c'est qu'ils sont indemnes, ils ne peuvent plus contaminer les gens. C'est ça la pierre de lance, c'est ça la stratégie togolaise. Et je peux vous dire que après Covid-19, des pays viendront apprendre ici au Togo comment des pays faibles comme nous ont pu affronter cette affection avec beaucoup d'intelligence. Docteur Kalila, je viens à vous, vous êtes psychologue, vous plutôt. Au début de cette pandémie, il faut le dire clairement, il y avait une forme de psychose. Mais depuis un moment, est-ce qu'il faut considérer que cette peur est totalement retombée et que la maladie, la pandémie est rentrée dans la banalité? Merci, monsieur Gilles. Je voudrais d'abord remercier le professeur parce que ce qu'il vient de nous dire nous rassure et rassure la population togolaise. Le remercier pour tout le travail qu'il fait avec toute son équipe parce que nous sommes tous conscients que c'est une affection qui est terrible, comme on le dit, qui n'épargne personne. Et voir nos concitoyens se livrer, entre guillemets, si je peux le dire ainsi, à une guerre contre un virus
Oui, ce n'est pas toujours facile. Donc, professeur, je voudrais vraiment vous remercier pour tout le travail. Merci. Alors, donc, pour revenir à votre question, c'est vrai qu'au début, tout le monde avait peur. Il y avait eu une psychose, comme vous le dites, parce que les informations qui étaient véhiculées sur ce virus étaient telles que personne ne savait à quoi s'attendre. Et au début, vous avez vu dans beaucoup de pays, y compris ceux les plus développés, les premiers pas étaient à tâtons. Et cela, ajouté à tout ce qui se passe, était suffisant pour alarmer tout le monde. Alors, est-ce que la peur a complètement disparu? Je n'ose pas le dire. Je n'ose pas le dire parce que, comme le professeur vient de le dire, ce n'est pas le moment de commencer à fêter, alors que l'infection fait toujours sa route. Donc, c'est vrai, la phase d'alarme, je peux dire qu'elle est passée, mais nous commençons à vivre avec le virus. Sur ce point, nous commençons à vivre avec le virus parce que nous ne savons pas à quand la fin. Et comme le disent les spécialistes, les épidémies infectieuses sont telles qu'on ne peut pas les ramener à une équation comme 1 + 1 = 2. Voilà, donc pour cela, je rejoins le professeur pour dire que ce n'est pas le moment de commencer à fêter, mais c'est le moment de redoubler de vigilance et renforcer les mesures préventives pour que le Togo puisse définitivement faire face à cette épidémie et sortir gagnant. En tant que psychologue, il y a eu même une cellule de prise en charge de ceux qui développaient des pathologies liées à la psychose. Alors, au fond, pourquoi avaient-ils peur et comment arriviez-vous à les rassurer? Qu'est-ce que vous leur disiez? D'accord, merci. Pour la ligne, c'était une cellule d'écoute psychologique initiée par le SYNFOT, le syndicat des praticiens hospitaliers du Voilà, Togo. donc c'est le moment de rendre aussi hommage et remercier les responsables de ce syndicat, parce que tout ce que nous disons, ça nécessite des ressources. Et ils ont eu l'amabilité d'associer les psychologues au sein d'une équipe qui faisait l'écoute psychologique pour apporter du réconfort déjà à des personnes qui vivaient des moments difficiles, parce que les informations sur cette affection étaient telles que beaucoup de personnes avaient peur, beaucoup de personnes étaient stressées, beaucoup de personnes étaient anxieuses. Et pour ce faire, il fallait leur donner l'occasion d'exprimer leurs craintes, leurs soucis, tout ce qui les dérange. Et en fonction de cela, leur a trouvé des stratégies appropriées pour les aider à revenir à un sentiment de mieux-être. Quelle stratégie donc justement? Qu'est-ce que vous leur disiez? Oui, donc ce que nous leur disions, c'est que c'est vrai, la situation est difficile. Donc d'abord, ce qu'ils ressentent comme émotion, que ce soit la peur, que ce soit beaucoup de sentiments négatifs comme l'impuissance, que ce soit l'anxiété, le stress, l'angoisse, tout ça, d'abord c'est normal lorsque, en tant qu'humain, nous faisons face à une situation difficile. Donc il faut arriver à les amener à détraumatiser la situation et ensuite leur conseiller un certain nombre de techniques simples de relaxation, par exemple, pour pouvoir faire face au stress. Et fort heureusement, certaines de ces techniques peuvent être téléchargées sur Play Store et un certain nombre de choses. Et puis, il faut nous donner une de ces techniques, parce que tout le monde en a besoin. Oui, la relaxation. Si vous allez sur Play Store, si vous tapez relaxation, c'est vrai qu'il y a beaucoup de techniques de relaxation. Voilà. Sauf que certaines sont payantes et d'autres sont d'accès libre. La simple respiration, par exemple. La respiration, que ça peut aider à se relaxer. C'est ça. Voilà. On va revenir à votre sujet tout à l'heure. Le temps de dire aux populations de la commune de Golfe de Lomé que peut-être ils ont eu une grande chance d'avoir un médecin à cette occasion-là à la tête de leur commune. Docteur Amaglo. Merci. Avant de répondre à cette question, je voudrais, comme le veut la tradition, le corps médical, c'est un couvent. C'est mon jeune frère, le professeur Iou. C'est mon jeune frère, mais c'est un maître. Un maître un grand maître qui sait transmettre une information pour que ça te pénètre et puisse l'utiliser, qui sait transmettre les connaissances. Et je voudrais m'incliner devant le travail qu'il fait
Qui n'a pas la langue de bois. Non, non, au niveau de ce combat pour le coronavirus, je crois qu'on a trouvé l'homme idéal pour la tâche. Et félicitations pour tout ce qu'il fait. Merci. Avant d'aller à la question, vous lui avez posé une question tout à l'heure si le pic était atteint. Il sait un scientifique, il y a beaucoup d'inconnus encore et il a été prudent. Mais moi, je voudrais dire que oui, il me semble que le pic est atteint parce que fortement, nous souhaitons que ce soit le pic et que la décrue commence. C'est notre conviction de foi, c'est ce qu'on souhaite. Donc c'est plus une prière qu'une réalité. On prie pour ça et ce n'est pas ce pic que je dis qu'on a atteint et dont le professeur est prudent, c'est le fruit d'un travail. C'est le fruit d'un travail et donc ça veut dire que on n'a pas atteint le pic que nous souhaitons, pas la prière, parce qu'il y a un travail en amont pour relâcher. Non, non, comme l'a dit tout à l'heure M. Kaka, c'est pour encore intensifier et stabiliser le résultat pour que la décrue ne vienne. Parce qu'il a dit tout à l'heure, quand on ne sait pas courir, il faut savoir se cacher. Et il faut encore redoubler d'efforts pour que ce soit vraiment le pic et que la décrue soit visible pour tout le monde, pour que on ne relâche pas cette peur, parce que la peur normale aussi conduit à la sagesse. Voilà. Maintenant, un médecin à la tête de la commune du Golfe 2 dans cette période, oui, ça nous a un peu aidé à avoir les bons réflexes, à accentuer certaines activités avec la bonne disponibilité des collègues conseillers, des agents de la commune, les techniciens, les directeurs techniques, notre secrétaire général. Tout ce dynamisme nous a permis d'avancer plus rapidement et de stabiliser un peu les choses à notre niveau aussi. Est-ce que vous avez eu des cas dans votre commune, le Golfe 2? Dans le Golfe 2, il y a eu une suspicion de quelqu'un qui serait venu du Ghana et qui n'a pas pu se soumettre au contrôle et qui serait dans notre commune. On a poursuivi, traqué, mais ça s'est fait que c'est un cas négatif et on s'est tranquillisé, mais tout en restant vigilant. Donc dans le Golfe 2, vous avez eu la chance non seulement d'avoir un médecin à la tête de la commune, mais de ne pas connaître de cas confirmés de coronavirus. Comme on dit, on touche du bois. Voilà. Donc, tout autour, dans tout le Togo, que ce soit fini. D'accord. Je reviendrai à vous tout à l'heure pour que vous nous parliez des mesures particulières peut-être que vous avez pu prendre pour maîtriser cette situation. Le temps de demander au professeur Majesté Iou Ateba, il porte peut-être bien son nom, hein, Majesté, lui demander de nous expliquer la diminution, les facteurs de diminution des cas. De toutes les façons, ça diminue ce mois de juin dans votre pays, le Togo. Pourquoi alors? Il y a plusieurs déterminants. La première chose, la maladie évolue sur des hommes. Quand les hommes comprennent et que les hommes se disent, je vais faire un effort, je vais aussi être faire ma part dans la lutte, ça marche. Donc, c'est la compréhension du mal. Hier, j'étais dans un quartier au fin fond de Adidogomé, une dame qui est venue acheter des poulets. Et je les ai vus, il y avait celle qui servait le poulet, n'avait pas le masque. J'ai dit, mais pourquoi vous n'avez pas le masque? Il faut toujours le porter. Même si c'est artisanal, ça protège. Et elle s'est levée, elle a dit à l'autre, quand tu es seul et qu'il n'y a personne autour de toi, tu peux enlever le masque pour te soulager un peu. Mais dès lors que quelqu'un vient, que tu dois porter le masque. Et c'est elle maintenant qui parle aux autres. J'ai été fier. Voilà quelqu'un, une dame du marché, qui n'a pas fait des études, mais qui a compris le message. Ça veut dire que si chaque Togolais comprend le message, fait ce que vous dites aux gens de faire tous les jours, les mesures barrières, lavage des mains, port du masque, même artisanal, déjà je crois que nous sommes en train de faire le maximum. C'est ça le travail. Je l'ai compris aussi, hein, j'ai mon masque moi aussi, hein, donc pour besoin de service, c'est pour ça que moi je ne l'ai pas mis. Oui. Sinon je peux le mettre aussi. Hein. C'est ça la sensibilisation. Donc la sensibilisation, parfois, ça donne des effets immédiats. Et c'est ce que nous avons vu. Donc, félicitations. Alors, du coup, vous allez voir qu'en Occident, ce qui a quand même choqué les Africains, on prend toujours comme exemple les Européens. Mais tout le monde se demande, mais comment ça se fait que les Européens, pendant qu'ils ont encore des milliers de cas, ils ne sont pas encore à 50% de guérison dans aucun pays, pratiquement en Europe et en Amérique. Ils vont à la plage sans masque. Il y a eu des gens qui ont tiré sur des vigiles parce que les vigiles leur ont dit « Vous ne rentrez pas dans la boutique sans porter le masque ». Ils l'ont abattu. Il y a des gens qui viennent tousser dans le visage de celui qui leur dit « Portez le masque ».
Ça, on ne peut jamais avoir ça dans nos pays. C'est ça aussi la force de nos pays. C'est pour dire à nous, aujourd'hui, Togolais, Africains, que nous pouvons être fiers de ce que nous sommes. Nous pouvons être fiers de notre volonté à respecter l'autorité. C'est la peur du gendarme qui est le début de la sagesse. Là où les gens ont cessé d'avoir peur du gendarme, vous allez voir qu'ils ont beau lutter, ils ont beau avoir des milliards, de lourds moyens, ils n'y arrivent pas parce que ces mesures élémentaires, les gens ne l'acceptent pas. Nous croyons à des choses ici en Afrique. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en beaucoup de choses. Et quand l'Africain croit, il le fait très bien. Pour ça, je voudrais remercier, féliciter la population togolaise pour cette adhésion. Et de continuer, comme l'a dit mon frère, le professeur Kalina. C'est ça, hein, c'est bien ça. Oui. C'est Kalina, oui. Voilà, Kalina, je vous confonds souvent avec un monsieur quelque part. Voilà. Donc, je les félicite et leur dis c'est l'occasion de renforcer donc, les mesures. Deuxième élément, pourquoi est-ce que la courbe est infléchie? Et ça, chapeau une fois encore à nos autorités. Je suis au cœur de la riposte. Je peux vous dire que je vis des choses, je vois des choses comme mes autres collègues également. Je vois des choses. C'est extraordinaire. Quand je vois comment les gens sont obligés de s'habiller en combinaison, au soleil, en train de chercher des cas, ils notent tous les cas. Et après, maintenant, il y en a qui vont guetter, qui vont se mettre en situation de, comment on dit là, voilà, pour attendre quelqu'un qu'on n'arrive pas à trouver jusqu'à ce qu'on l'attrape, on l'amène, on le met quelque part. Pour sa sécurité et la sécurité de sa famille, c'est ça qui a permis de faire en sorte que les graines ne soient pas éparpillées dans la ville et dans le pays pour que ça germe. Et enfin, quand nous avons su que l'explosion de l'épidémie devait venir ou pouvait venir des pays voisins, l'État ne s'est pas fait prier. Immédiatement, il y a eu le renfort des contrôles à ces frontières. Ils ont créé des systèmes de riposte dans les villages, des systèmes, des notions village-hôpital ont été créés au Togo. Village-hôpital, c'est-à-dire que le village devient le lieu de riposte. Faire en sorte que tout ce qui venait soit contenu et soit donc pris en charge. Et là, ça coûte extrêmement lourd à l'État, je le dis toujours, parce que quand nous voyons qu'au CHR, en une semaine, pour 3 patients, par exemple, difficiles, en situation vraiment difficile, on a quasiment explosé le budget mensuel de l'hôpital en une semaine pour les prendre en charge, et ce gratuitement. Et parmi ces gens, il y a beaucoup de citoyens qui ne sont pas togolais. Et on le fait. C'est tout ça là qui a permis de contenir tout le monde. Parce que les patients viennent pas forcément avec le coronavirus seul, et ils traînent parfois d'autres pathologies. Donc c'est ce qui explique que le budget parfois grimpe. La lutte, c'est que nous voulons aussi non seulement lutter contre le corona, mais avoir de bons résultats. Avoir de bons résultats, c'est quoi? C'est que les gens guérissent et aussi que les gens ne meurent pas. Donc quand quelqu'un vient avec une maladie sous-jacente et qu'il a le coronavirus, si vous ne traitez pas surtout fondamentalement la maladie sous-jacente, il meurt. Nous avons beaucoup de cas aujourd'hui qui sont aujourd'hui en traitement alors qu'ils ont guéri de leur virus. Et ces gens, leur traitement est si lourd que si l'État dit « Ok, j'ai fini de vous guérir pour le virus. Maintenant, allez vous débrouiller. » Ils vont mourir 3 jours après. Et cette générosité de l'État fait qu'on continue de les prendre en charge alors que leur traitement est très lourd. Donc c'est tout ça là qui est fait avec ce gros sacrifice aussi que la nation et le contribuable fait, qui permet de financer ces activités avec beaucoup de difficultés. Et c'est là, pour moi, c'est de là que vient le secret de la réduction des cas que nous observons. Et il faudrait que nous continuions. C'est mieux de le faire ainsi. Il vaut mieux dépenser cher pour pouvoir avoir un résultat que d'être débordé à un moment donné où nous ne pourrons plus contenir les gens parce que les hôpitaux ont une capacité quand même qu'on ne peut pas dépasser. Et c'est pour ça que nous travaillons pour qu'il n'y ait plus de cas qui explosent. Donc voilà un peu la stratégie togolaise, qui est une stratégie quand même qui est très intelligente, très réfléchie. Et je crois que ça donne de bons résultats. On va pouvoir continuer dans cette lancée. Et l'inflexion de la courbe dont vous avez parlé, remarqué aussi au sein de la coordination, la cellule de riposte contre le coronavirus, la situation semble se stabiliser, dit la cellule. On envisage même désormais certaines mesures comme l'ouverture progressive prochainement, ouverture progressive et très prudente des frontières, une des mesures envisagées à l'issue de la conférence de presse hebdomadaire organisée par la coordination. Compte rendu, Helmut Pinto. L'impératif économique dans une situation chaotique de crise sanitaire due au Covid-19 est l'un des facteurs importants qui a pesé dans la balance. Même si le bilan des cas positifs au nouveau coronavirus repart à la hausse au Togo,
La Coordination nationale de gestion de la riposte au virus envisage une réouverture progressive des frontières du pays, seulement dans des conditions sanitaires inédites. D'importantes installations sont en train d'être effectuées à l'aéroport international Gnassingbé Yadema afin de nous préparer à l'ouverture de nos frontières. De la même manière aussi, nous allons nous organiser pour les autres frontières, notamment au port et les frontières terrestres. De même, il est prévu des dispositions sectorielles pour une reprise des activités dans le pays, notamment un retour progressif des cours dans les écoles. Il y aura bien sûr l'ouverture des classes au niveau des écoles. Et il faut se préparer pour cette ouverture des classes. En gros, de façon générale, il y aura une organisation au niveau sectoriel, au niveau des ministères, pour réapprendre à vivre avec le virus. Depuis le 7 mars, où un premier cas de Covid-19 a été annoncé au Togo, au moins 440 cas ont été confirmés en 3 mois, dont plus d'une dizaine de décès et plus de 215 cas guéris. Alors, docteur James Amaglo, vous avez suivi avec nous le point de la situation fait par la coordination de riposte contre le coronavirus. J'avais une question en suspens avec vous. Vous, dans votre commune, quelles sont les mesures particulières que vous avez prises, que ce soit des mesures individuelles ou collectives au niveau des marchés, des lieux publics? Qu'est-ce que vous avez fait pour contribuer à la lutte contre cette pandémie? Dans le Golfe 2, il n'y a pas eu de mesures particulières. C'est ce que l'État a conseillé et après analyse des scientifiques qu'on a appliqué. La seule particularité de ce que nous avons fait, c'est de prendre conscience très rapidement et d'être proactif, imaginatif. Parce que nous avons eu cette chance d'avoir au niveau de notre commune les directeurs techniques qui ont une certaine expérience, qu'ils ont traîné de l'ancienne commune. Nous avons un secrétaire national qui est très dynamique, des conseillers engagés qui sont disponibles. À partir de ça, avec ma petite connaissance médicale, qu'est-ce qu'il faut faire? On a pris conscience et on a sensibilisé. À route de la sensibilisation, parce que le professeur l'a dit tout à l'heure, quand on ne sait pas courir, il faut savoir se cacher. Et nous, on a dit, à brebis tondu, Dieu mesure le vent. On a prié, parce qu'il y a pasteur dans le groupe aussi, qui est le premier adjoint au maire. Nous avons beaucoup prié, nous avons demandé la protection divine et nous avons dit aussi, mon peuple périt faute de connaissance. Alors on est allé leur apporter l'information. Des gens ont dit, mais pourquoi vous n'amenez pas des masques à distribuer? J'étais de la philosophie du professeur Iou qui dit, quand les gens comprennent, il peut prendre même un bout de son panier déchiré et se mettre ça au nez et il se protège. Alors, c'est ce qu'on a fait. Après, on a mis en place une équipe de veille pour aller dans les quartiers, pour voir comment ça se passe, sensibiliser. On était heureux. Quand vous arrivez, vous voyez quelqu'un qui n'a pas son masque, quand vous tenez le vôtre comme ça, il met la main dans sa poche, ou bien il tourne, il prend conscience qu'il faut. Et c'est ça aussi la prise de conscience de la population qui nous a aidés. Et cet effort fait qu'il donne des résultats. Nous n'avons pas relâché. Nous sommes en train de l'amplifier. Et la dernière disponibilité, c'est que les scouts du Togo nous ont dit à la rentrée, quand la rentrée va reprendre, ils vont nous aider devant les écoles qui sont sous notre responsabilité, d'aider à respecter les mesures barrières de distanciation et autres, tout ce qui a été prescrit par l'autorité pour qu'on se mette à l'abri de cette pandémie. On va le faire. Nous sommes accompagnés par des gens de très bonne volonté, des gens qui apparemment n'ont pas trop de moyens, mais qui ont pris conscience des jeunes et autres qui sont là. Nous avons pour le moment mis entre parenthèses les grosses structures de la commune qu'on va solliciter le moment opportun. Et, avec l'appui peut-être du grand district de Lomé qui a facilité donc votre présence sur ce plateau aussi, il faut le souligner. Alors, docteur Kalina, est-ce que vous intervenez jusqu'au niveau du centre de prise en charge des malades de coronavirus? Est-ce que vous y allez pour la prise en charge psychologique des malades même? Merci. Alors, moi, je n'y interviens pas personnellement, mais
au CHR Le Commune, il y a un collègue psychologue qui est là et qui travaille en étroite collaboration avec l'équipe médicale pour un suivi holistique des patients. Voilà, donc il y a un collègue qui est là, qui travaillait là-bas avant que le CHR soit transformé en centre de prise en charge des personnes qui ont la Covid. Mais sur place, qu'est-ce qui se fait? C'est toujours leur apprendre des méthodes de relaxation, d'éviter la peur, ou il y a un autre travail spécifique qui se fait pour celui qui est déjà atteint? D'accord, je vous remercie. Non, en fait, l'approche est différente selon que ce soit envers la population en général, ou que ce soit quelqu'un qui réellement souffre plutôt de cette affection. Alors, donc, pour le collègue qui est là-bas, là, c'est un travail beaucoup plus spécialisé qu'il fait. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire au-delà du fait qu'il doit écouter le patient, qu'il doit lui exprimer un certain nombre de ses préoccupations, il doit également, en fonction des problèmes identifiés, appliquer des méthodes spécifiques, ce que nous appelons la psychothérapie. Mais là encore, il faudrait souligner que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident parce que quand ce sont des patients particuliers, si je peux le dire ainsi, ce n'est pas pour les stigmatiser, mais c'est pour relever le caractère hautement contagieux. C'est ce qui fait que les dispositifs qui sont mis en place ne peuvent pas permettre une relation très proche avec les patients. Donc il fait ce qu'il peut à travers des sollicitations. Généralement, s'il n'est pas en contact direct avec les patients, les médecins qui le font appel lorsqu'ils constatent que sérieusement un patient est dans les besoins. Là, franchement, c'est un travail beaucoup plus spécialisé qu'il fait. Alors, maintenant, quand il s'agit de la population en général, c'est ce que j'avais évoqué tantôt avec la ligne d'écoute téléphonique. Là, les besoins ne sont pas les mêmes. Et là aussi, au-delà du fait qu'on peut conseiller un certain nombre de techniques de relaxation et autres, là, en identifiant les sources de problèmes, les sources de stress et d'anxiété. Et généralement, on peut citer entre autres l'exposition des gens aux informations qui sont de nature à déranger sérieusement. Parce que lorsque les gens sont continuellement exposés aux informations sur la Covid-19, surtout à travers les réseaux sociaux, avec des informations qui sont le plus souvent contradictoires, alarmantes, ces informations sont une source potentielle de stress, d'anxiété, de peur, un certain nombre de choses. Donc, à ce niveau, là, on leur donne comme conseil de limiter leur exposition à ce type d'informations et surtout de pouvoir s'informer auprès des sources fiables. Voilà un peu pour dire que les approches sont différentes en fonction des cibles et des problèmes. Professeur Majesté Iou, comment peut-on qualifier la situation aujourd'hui? On vous a écouté longuement. Vous êtes très prudent sur le sujet. Doit-on dire que la situation est sous contrôle ou résultat encourageant? Prudence, comment on peut qualifier la situation aujourd'hui? Je dirais prudence. Prudence parce que nous apprenons en avançant et nous avançons en apprenant sur cette affection qui est nouvelle. Prudence aussi parce que vous êtes 10 à être infectés. Miraculeusement, 7, 8 n'auront pas de problème, mais 2 vont avoir de gros soucis. Et autant votre vis-à-vis, votre frère à côté qui ne développe aucun signe est avec vous et il est costaud, il est robuste, autant vous pouvez en mourir en 5 jours. Donc ça veut dire que quand une affection est aussi atypique, c'est pour la prudence. Et la prudence va nous amener aussi à être plus regardants dans les mesures barrières. Et la prudence va aussi nous amener à ne pas tout de suite crier, comme l'a dit le professeur Kalina, crier tout de suite victoire, ce qui va être un piège. Donc je crois que c'est la prudence. Nous devons être très prudents. Et surtout, je le dis, désormais, c'est celui qui t'inspire le plus confiance qui est peut-être le problème. Voilà. C'est ça le plus important. C'est celui qui t'inspire le plus confiance qui est peut-être le problème. Nous le disons aujourd'hui au CHR, nous n'avons aucun problème avec les patients. Parce qu'on sait ce qu'ils sont. On sait comment les aborder. Le problème aujourd'hui, c'est par rapport entre nous, le personnel médical. Donc, prudence. Le problème, c'est entre nous et les autres dehors. Le problème, c'est entre nous ici.
Donc le jour où nous serons assez sceptiques sur le fait que nous ne serons pas assez sûrs de l'autre et que nous prendrons les mesures idoines de protection, d'éloignement suffisantes, je crois que ce jour-là, nous aurons encore fait un pas de plus. Donc vraiment, la prudence est de mise. Elle est de mise à tous les niveaux. Et si nous le faisons bien, peut-être dans quelques mois, nous allons nous en sortir collectivement. Sur l'ouverture prochaine des frontières, c'est nécessaire quand même pour ne pas étouffer fatalement l'économie. Oui, l'une des caractéristiques du Togolais, c'est que nous ne sommes pas têtus. Et cette ouverture de frontières, j'ai dit que nous apprenons chaque jour. Et je suis persuadé, convaincu, que cette réouverture est pour nous une expérience. Mais nous y allons avec beaucoup de prudence. On réouvre, mais nous sommes convaincus que si ça ne marche pas, nous allons encore refermer. Ça, c'est déjà une garantie. C'est-à-dire que nous ne nous entêtons pas à dire on a réouvert, même si ça ne marche pas. Si ça ne marchait pas, qu'on s'enlise. Non. C'est vraiment des stratégies. On s'est dit aujourd'hui, on a une assez bonne connaissance de la chose. On a des équipes sur le terrain qui maîtrisent. On peut essayer quelque chose, mais nous restons prudents. Nous restons prudents parce que si jamais on réouvre et que ça devient plutôt un casse-tête, je suis convaincu que nous n'hésiterons pas à rétro-pédaler dans l'intérêt supérieur de la nation. Donc ça, je crois que cette garantie-là, nous l'avons et c'est quelque chose qui va beaucoup nous aider. La réouverture aussi s'avère nécessaire parce qu'à un moment donné, partout, les gens disent qu'on va survivre de corona, mais mourir de faim. Et on ne peut pas, le Togo ne peut pas vivre en autarcie indéfiniment en s'enfermant dans son cocon et croire qu'avec cela, il va s'en sortir. Parce que la riposte coûte assez cher. Maintenant, nous allons le faire en tenant compte quand même des connaissances et en mettant en place toutes les structures qui nous permettront de gérer les cas de trafic humain pour que nous puissions réouvrir, mais sans inonder notre pays en patients infectés. Il y a aussi la réouverture des écoles qui est envisagée. Là, ça va être un casse-tête pour le personnel soignant de nouveau. Non, si c'est bien encadré, ça devait aller. Parce que je fais partie de la commission scientifique que le président de la République a mise en place. Nous avions eu des séances de travail avec le gouvernement la semaine dernière. Et le vendredi passé, nous avons encore remis aussi notre plan de réouverture, de relance de l'économie. On l'a déjà fait pour les écoles. On a eu à faire des propositions. Je ne vais pas peut-être donner le fond de ces propositions ici parce que c'est des propositions qui ont été faites pour l'autorité. Et elle doit l'utiliser pour organiser sa gestion de la pandémie. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Pour dire quand même qu'il y a des propositions qui sont faites qui devraient aider à limiter les risques de contamination s'il devait y en avoir. Par exemple, faire reprendre seulement les classes d'examen. Par exemple, c'est une option. Faire reprendre seulement les classes d'examen et faire passer, par exemple, les autres élèves sur la base de la moyenne de l'année. Et aussi mettre quand même des mesures draconiennes au niveau de la protection des élèves, le port de masque systématique, au niveau des enseignants aussi, le lavage des mains et la distanciation dans les classes. Mais sur l'affaire de port de masque dans les écoles, certains soulèvent beaucoup de réserves. Les salles de classe dans lesquelles il fait généralement très chaud, est-ce que vous n'allez pas étouffer les enfants avec cette Actuellement, c'est la saison des pluies. Cet argument ne devrait pas prévaloir. C'est la saison des pluies et il fait relativement frais. Et jusqu'à ce qu'on sorte des examens, et le temps sera assez frais. Et je crois que ça ne devrait pas poser de problème. Sinon, envisager la climatisation des salles. Ça va être plus difficile parce que quand vous allez à Djarpanga, je ne vois pas comment vous allez climatiser les salles. Il faut d'abord... Parce que les salles, même parfois, il n'y a pas de... C'est très aéré. Je ne suis même pas sûr que mon maire de la commune de Golfe 2 peut climatiser ces salles de classe. Je veux dire au professeur de ne pas aller jusqu'à Djarpanga. À côté chez moi ici. Alors, docteur James Abaglo, manifestement, on remarque quand même une forme de relâchement au niveau de l'observance des mesures barrières. Vous, dans votre commune, est-ce que ça se passe bien? Est-ce que vous continuez les sensibilisations? Est-ce que les gens respectent les mesures? Non, je voudrais dire d'abord que les résultats que nous voulons saluer, que nous ne saluons pas encore, c'est le fruit d'un travail rigoureux qui doit être maintenu. Et en même temps, la vie doit continuer, comme le dit le professeur Iou, en disant, nous avançons en apprenant, nous apprenons en avançant. Et les soldats disent, le terrain commande l'action. Nous devons reprendre la vie.
Et tout ça, là, ça veut dire que nous devons envisager l'avenir avec beaucoup plus de sérénité, mais tout en restant rigoureux sur ce qui nous a permis d'avoir les résultats que nous voulons saluer. Donc, il y a du travail. Que cet équilibre-là, on le maintienne. Et à notre niveau, la question que vous posez est la bienvenue. Dans les marchés, c'est comme il y a eu une discipline de faire et les gens, quand on est allé, nous, on a vu, les résultats étaient excellents. Mais dans les quartiers, quand nous improvisons des tournées de veille, d'observation, on n'est pas trop satisfait. Il y a des endroits où on est satisfait. Mais la seule chose qui nous a réconforté, quand vous tenez même le bout de votre masque comme ça, vous faites signe à celui qui ne l'a pas, il réagit positivement. Ça veut dire que la prise de conscience est là maintenant. Nous avons dit on sera plus rigoureux dans les quartiers, les conseillers et les bonnes volontés qui nous accompagnent. Même si nous n'avons pas de masques à distribuer, nous allons circuler et remotiver nos concitoyens à l'observance des mesures barrières et de distanciation. Ils ne sont pas hostiles, ils en sont conscients. C'est ce qui me rassure dans cette lutte pour la limitation de la propagation de la pandémie. Docteur Kaka Kalina, dans cette phase de relâchement, comment remobiliser les populations dans le cadre de l'observance des mesures barrières? Alors, il est important de relever, comme il vient de le dire, que quand on observe un peu autour de nous, certains semblent un peu relâcher un certain nombre de choses. Donc, c'est le moment de leur dire que alors, cette affection nous amène à changer pour un temps, dont je ne connais pas la durée, notre mode de vie, notre mode de travail. Donc, nous devons faire l'effort pour intégrer les mesures qui sont prescrites par les spécialistes. Parce que il voudrait le relever. Il ne s'agit pas ce n'est pas n'importe qui a édicté de porter un masque ou bien d'observer la distanciation sociale. Alors, si ces mesures sont édictées, c'est parce que quelque part, on connaît leur efficacité et on connaît aussi que si on les néglige, ça va être un problème très sérieux pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, reconnaître que en nous protégeant, c'est pour notre propre survie et aussi ça permet de protéger les autres. Parce que ce n'est pas nous-mêmes, nous aimons en tant qu'individus, mais nous avons aussi des personnes très importantes au sein de la communauté, que ce soit nos amis, nos parents, nos collègues de service et autres, dont nous devons à chaque temps penser à eux. Non seulement penser à nous, mais penser à eux. Donc, intégrer les mesures préventives dans notre mode de vie. Donc, nous dire que désormais, nous devons avoir un masque que nous devons utiliser correctement. Parce que c'est ça aussi le problème. Alors, comme l'a dit monsieur le maire, alors, il ne s'agit pas d'avoir le masque dans sa poche et de le faire sortir au moment où... Ni à la barbe. Voilà. Donc, c'est-à-dire, nous devons avoir cet outil, finalement, et l'utiliser correctement. Ça, c'est important. Il faut que ce soit utilisé correctement. Et là, ça nous permet de survivre. C'est une question de survie. Voilà, c'est une question de survie individuelle et collective. Nous allons boucler cette première partie avec le professeur Majesté. Je voudrais qu'on évoque la façon dont vous traitez les malades au CHR Lomé Commune et dans d'autres centres, puisque ce n'est plus désormais le seul centre. On connaît la polémique qu'il y a eu sur l'utilisation de l'hydroxychloroquine. Alors, vous, qu'est-ce que vous utilisez ? Oui, merci pour cette question. D'entrée de jeu, je voudrais vous dire que il n'y a pas un médicament étiqueté, reconnu comme tel qui soigne Covid-19. Face à une maladie orpheline qui n'a pas de traitement, tout le monde se débrouille, tout le monde cherche. Et il y a eu des gens qui, au départ, se sont avancés sur l'hydroxychloroquine et ça a donné des pistes intéressantes parce que c'était quand même un espoir. Et des pays comme les nôtres, qui n'avions pas notre protocole à nous, on s'est dit, on va prendre ce que les autres ont déjà essayé qui marche. On ne perd rien le faisant. Et c'est ce que nous continuons de faire. Aujourd'hui, il y a des études assez controversées qui remettent en cause l'efficacité de ce traitement.
Des études elles-mêmes remises en cause. Des études parfois elles-mêmes remises en cause. Il y a eu maintenant encore 2 nouvelles études qui sont revenues, il y en a juste cette semaine, qui redonnent raison aux anciens parce que c'est des études menées ailleurs avec des conditions épidémiologiques, des critères très rigoureux. Et l'un dans l'autre, comme je l'ai dit, le Togo est un pays ouvert à toutes les bonnes propositions. Pour nous, l'hydroxychloroquine hier a été une bonne proposition, nous l'avons adoptée. Nous ne l'avons pas encore abandonnée, mais nous sommes toujours dans la réflexion. Un jour, si on a du mieux, on le fera. Pour le moment, nous n'avons pas encore du mieux, donc nous continuons à l'utiliser. Mais ce qui est important de savoir... Ce qui est important de savoir, vous allez nous le dire. Voilà. Après une pause, on va marquer une pause pour une nouvelle édition de Journal. À la reprise, les téléspectateurs peuvent participer en direct à cette émission en nous posant des questions sur nos réseaux sociaux, WhatsApp, nos comptes Twitter et Facebook. On se retrouve donc dans une dizaine de minutes pour la suite de New World Forum.